Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour notre 4e séance consacrée à la nouvelle fantastique. Et aujourd'hui, on s'attaque à un vrai monument du genre, la Vénus d'Île de Prosper Mérimée. On va décortiquer ensemble la fin de cette nouvelle, parce que c'est vraiment là que tout se joue. Comment est-ce que Mérimée arrive à nous laisser, complètement perplexes, avec bien plus de questions que de réponses? Alors, tout part de là, d'un drame. La nuit même de ses noces, un jeune marié, Alphonse de Peyrehorade, est retrouvé mort dans son lit, écrasé. Une mort d'une violence inouïe et surtout complètement inexpliquée. C'est ce mystère qui va être le cœur de notre analyse. Bon, pour y voir plus clair, on va mener l'enquête un peu comme des détectives littéraires. Notre investigation va se dérouler en 5 temps. On va voir comment, étape par étape, Mérimée construit cette fin si particulière. Allez, c'est parti. Première chose à faire, on retourne sur la scène du crime. Qu'est-ce qui s'est passé exactement cette nuit-là? Que nous raconte le texte dans ses toutes dernières pages? Les faits y sont posés là, noir sur blanc, et ils sont glaçants. Alphonse est retrouvé mort, les côtes enfoncées, comme s'il avait été serré dans un étau de fer. La violence du décès est tellement extrême qu'elle défie l'entendement. Franchement, comment est-ce possible? C'est une question qui laisse tout le monde, et nous avec, sans voix. Ok, avant de se jeter sur les indices, petite pause. On a besoin d'un outil essentiel pour notre enquête, sinon on risque de passer à côté de l'essentiel. Cet outil, c'est la définition même du genre fantastique. C'est la clé qui va nous ouvrir toutes les portes de cette nouvelle. Alors attention, le fantastique, ce n'est pas juste une histoire de fantômes ou de monstres qui débarquent. Non, le vrai cœur du fantastique, c'est l'hésitation. Ce sentiment de doute, cette incertitude qui s'installe en nous et qui ne nous lâche plus. En gros, c'est comme si on était sur un fil. D'un côté, il y a l'explication logique, rationnelle, celle qui obéit aux lois de notre monde. Et de l'autre, l'explication surnaturelle, l'impossible. Le génie d'un auteur comme Mérimée, c'est de nous faire balancer constamment entre les deux, sans jamais nous laisser poser le pied d'un côté ou de l'autre. Voilà, maintenant qu'on a notre grille de lecture, on peut y retourner, on replonge dans le texte pour chercher les fameux indices que Mérimée a semés un peu partout. Et on tombe tout de suite sur un indice capital, les derniers mots d'Alphonse, rapportés par un domestique. Allons, le diable l'aura emporté aussi. Alors là, question, est-ce qu'il parle au sens figuré, comme on dirait que le diable l'emporte, ou est-ce qu'il faut le prendre au premier degré? D'un côté, on peut se dire qu'Alphonse a bu, il est énervé à cause de la bague perdue, c'est juste une façon de parler, c'est l'explication rationnelle. Mais de l'autre, s'il savait qu'une force maléfique, la statue, venait pour lui. Et ça, c'est l'explication surnaturelle. Bien sûr, le texte ne nous aide pas du tout à trancher. Les deux sont possibles et c'est exactement ça qui crée le malaise. Alors on a ces deux grandes théories qui s'affrontent. La rationnelle, c'est un meurtre, un rival jaloux, quelqu'un qui en voulait à Alphonse. Et la surnaturelle, c'est la statue elle-même, la Vénus, qui s'est animée pour tuer celui qui lui avait passé la bague au doigt. Et l'enquête officielle dans tout ça? Eh bien, elle ne mène nulle part, zéro preuve, aucune piste solide. Le mystère reste total. Ok, passons à autre chose. Un aspect un peu plus technique, mais qui est absolument fondamental pour comprendre la fin. On va s'intéresser non plus seulement à ce que le narrateur nous dit, mais à la façon dont il le dit. C'est notre deuxième objectif de la séance, l'étude du rythme narratif. Et là, c'est flagrant. Il y a un vrai basculement. Jusqu'au meurtre, le narrateur est méticuleux. Il prend son temps, il décrit tout. Et puis d'un coup, tout s'accélère. Le récit se précipite. Il ne décrit plus, il résume, il passe très vite sur les événements. Regardez un peu ça. Le lendemain, hop, funérailles. Quelques heures après, le narrateur s'en va. Quelques mois plus tard, le père d'Alphonse meurt. Et pour finir, on apprend que la statue est fondue. Tout ça est expédié en quelques phrases. C'est comme passer d'une marche lente à un sprint. Ce changement de rythme brutal nous désoriente complètement et renforce encore plus ce sentiment d'étrangeté. Et ce n'est pas fini. Juste quand on croit que l'histoire est terminée, Mérimée nous assène le coup de grâce. Une petite note à la toute fin, un post-scriptum. C'est la touche finale, celle qui va faire en sorte que cette histoire reste gravée dans nos esprits. On apprend donc que la statue a été fondue pour fabriquer une cloche d'église. On pourrait se dire « ouf, c'est terminé ». Mais non. Le narrateur ajoute cette petite phrase, terrible, « Depuis que cette cloche sonne à Île, les vignes ont gelé 2 fois ». La statue n'est plus là, mais son pouvoir maléfique, lui, semble toujours présent. La malédiction continue. Et là, on comprend tout. L'objectif de Mérimée, ce n'était pas de nous donner le nom d'un coupable. Ce n'est pas un roman policier. Son but, c'était de nous installer durablement dans le doute, de nous laisser face à cette incertitude,
Voilà la définition parfaite d'une fin fantastique. Pas de réponse, juste une question qui reste en suspens. La question finale est donc terrible. En détruisant la statue, est-ce qu'on a vraiment mis fin au mal? Ou est-ce qu'on l'a juste transformée? Cette question, elle reste avec nous. C'est toute la force du fantastique, nous montrer que parfois il n'y a pas de solution simple, et que certains mystères sont faits pour le rester.